ils ne sont pas très interventionnistes dans le choix des musiques et des compositeurs. Donc c'est peut-être parce que c'est avec TF1, avec OM6, là ils interviennent de toute façon à tous les niveaux, mais nous on n'a pas vraiment rencontré ce genre de soucis avec le service public et les interlocuteurs. Oui, alors moi j'avais une question notamment par rapport à Sous le soleil, donc qui a été vendu pas mal à l'étranger. Donc je voulais savoir si si à l'étranger c'était le générique tel quel, ou est-ce que ça a été un peu le cas comme pour Prison Break, est-ce que chaque diffuseur à l'étranger demande d'avoir son propre générique ou fait des propositions, enfin est-ce que ce modèle se présente? Bien sûr, le générique il est international. En revanche, sur les chansons qui composent donc le corps des épisodes, on fait une version française francophone et on fait une version internationale avec de la musique score. D'accord, donc ça reste. On n'a pas les droits, on fera pareil sur ce spectre. Si vous voulez bien, je voudrais juste parler un peu aussi de composition, parce qu'on a un compositeur parmi nous. Et voilà. Justement, quand vous parlez d'appel d'offres pour faire des musiques de fiction, donc là par exemple sur le single vous étiez 3 différents et 3 compositeurs différents et il y en avait un qui a été pris. Alors je vais aussi vous poser la même question à M. Petit. Par exemple, si on lui demande de faire un appel d'offres, est-ce que cet appel d'offres, est-ce qu'il y a les compositeurs sont payés pour proposer le travail qu'on leur demande, ou s'ils sont en concurrence? Non, ou alors comment ça se passe? Ou alors vous faites le travail gratuitement, vous proposez aux productions Ça peut arriver qu'il y ait un appel d'offres, une concurrence. En général, ce que je préfère, c'est savoir avant. C'est pas toujours le cas. Parce que ça représente quand même beaucoup de travail. Ça représente beaucoup de travail. Par exemple, il y a des gens qui font des singles pour des fictions, ça représente du studio, du temps, vous n'avez pas rémunéré. Ça dépend des cas. Il y a parfois des productions qui payent les maquettes. À ce moment-là, si on propose des maquettes, bon, si on est 3 ou 4, on paye ça. Et sinon, souvent, c'est fait pour l'honneur. C'est un cas de figure assez rare, Caroline, qu'un producteur mette en concurrence plusieurs compositeurs. Parce que si on vient te chercher, c'est parce qu'on te connaît, on connaît ton travail, donc on n'a qu'une raison de faire ça une maquette, non? Ça m'est arrivé. Mais alors dans ce cas-là, soit on accepte, soit on n'accepte pas. C'est vrai que moi je travaille avec beaucoup de réalisateurs qui aiment bien ce que je fais, donc je n'ai pas ce genre de problème. Mais ça peut sur des grosses séries, ça peut arriver, effectivement. Mais dans ces cas-là, les maquettes ne sont pas toujours payées. Voilà, c'est pas le problème, c'est pas parce que vous, par exemple, c'est un peu les architectes qui sont pris pour faire différents concours, disons qu'il y a des rémunérations. Bon, c'est vrai que c'est souvent, il y a des sortes de. Peut-être ça peut être présélectionné, mais disons qu'à la fin, c'est un peu dommage parce que parfois il y a plusieurs compositeurs qui se retrouvent à présenter des choses. Il y en a qu'un qui va être pris, et personne n'a été rémunéré. C'est malheureusement. Pour nous, c'est un peu différent parce que, évidemment, on signe des gens avec ce qu'on appelle un contrat de préférence. C'est-à-dire qu'ils ont une avance sur redevance par an, ils ont un budget maquette ou une prime, etc., pour qu'ils achètent du matériel. Donc évidemment, nous on demande, dans le cas de Prison Break, on a demandé qu'à des compositeurs qui étaient chez nous. D'accord, vous leur faites du matériel ou ils l'achètent avec l'argent qu'on leur donne. Donc c'est des gens qui sont chez nous avec qui on travaille régulièrement. C'est pas des gens qu'on appelle parce qu'on a un appel d'offres. On fait travailler uniquement, évidemment, les auteurs et les compositeurs qui sont chez nous. Il me semble que le contrat qui est préconisé par l'Union de compositeurs de musique de film prévoit ce cas de figure totalement. Oui, ça commence à se faire, mais c'est pas encore très courant. Mais c'est vrai que ce serait normal qu'à partir du moment où on nous demande de faire, moi ça m'est même arrivé de faire des maquettes avec de l'orchestre, en prenant sur du temps d'un autre film que je faisais, et de faire une maquette qui était pratiquement définitive avec un orchestre de 60 musiciens. D'ailleurs, par rapport à vos musiques avec orchestre, je rebondis là-dessus parce que vous disiez que vous avez toujours des problèmes pour les financer et que vous étiez obligé de toujours utiliser des orchestres de Robe de l'Est. Ça c'est vrai. Il y a un problème de financement. Ça c'est vrai.
Mais je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est vrai que bon, moi je fais beaucoup de musique, on va dire symphonique, donc c'est vrai que si on fait un compositeur qui serait plutôt branché dans le rap ou dans la techno, des choses comme ça, il peut très bien faire ça chez lui, vraiment très bien. C'est vrai que pour un grand orchestre, si je veux avoir 60 musiciens, ici c'est totalement impossible avec les budgets des fictions de télévision en France. Et même en allant moi je vais à Budapest, il reste vraiment pas grand chose à la sortie. Ça il faut le dire, donc il faut vraiment avoir un fond de catalogue, un film, par des gens avec lesquels on travaille beaucoup et faire pas mal de films pour s'en sortir. Sinon, je crois qu'effectivement, on a tous des home studios plus ou moins évolués et on peut faire des choses très bien. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage d'être obligé d'aller travailler constamment. Je passe ma vie à Budapest. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier? Est-ce qu'il y aurait... là, il y a deux, trois solutions. Je trouve que déjà, s'il y avait un accord avec certains orchestres en France, je parle de la musique orchestrale parce que c'est ce que je fais le mieux. Pour le score, parce que c'est pour la musique originale. Pour les chansons, c'est tout à fait un autre problème. S'il y avait un accord avec un ou deux orchestres de province ou à Paris ou des associations de gens du conservatoire par exemple supérieur, ça serait pas mal. Genre avec des aides nationales peut-être. Pour ce genre de choses, ça nous éviterait de prendre l'avion. Une question pour Pierre-Marie. Est-ce que la chaîne des droits se complique beaucoup avec le DVD et la VOD? La chaîne des droits se complique quelque peu à l'égard beaucoup de producteurs pornographiques ou d'éditeurs musicaux, s'agissant de la VOD, puisque depuis quelque temps, je pense qu'Universal continue de le pratiquer, et je crois que l'IMAI Publishing le pratique également. Quand vous acquérez des droits de synchro, pour une durée de 25 ou 50 ans, pour le monde entier, toute l'exploitation. Pour ce qui est de la VOD, généralement ce qui vous est accordé, c'est la VOD par streaming. Si vous voulez la VOD par téléchargement, soit il va falloir le remettre au pot, le cas échéant, sans que nécessairement l'interlocuteur sache combien ça coûte. Soit une réponse vous est faite que pour l'instant ce n'est pas accordé. Donc, pourquoi? Et on dit que c'est comme ça. Pas toujours juridiquement satisfaisant, mais en tout cas l'effet est là. Et donc lorsque vous voulez passer en VOD téléchargement, c'est que aussi ayant voulu faire du DVD, vous faisiez que de la doc, mais vous n'avez pas le droit de faire de la vente. Il faudrait demander d'ailleurs vous voulez passer sur le mode de la vente sous une nouvelle autorisation. Et c'est vrai c'est assez fréquent que beaucoup de producteurs, je pense en particulier aux majors ou d'éditeurs, fassent un distinguo entre la VOD streaming, qui vous est accordée au tarif négocié, et la VOD téléchargement, qui soit nécessite donc une rémunération complémentaire, soit alors c'est un refus temporaires qui sont liés